Le monde entier a aujourd'hui les yeux tournés vers le Qatar. Et pourtant, ce micro-État est à peine plus grand que la Corse. Une société musulmane, pieuse et conservatrice. Mais grâce au gaz, le Qatar peut aujourd'hui acheter à peu près tout ce qu'il veut et investir où il le souhaite. L'Émirat est présent partout dans l'arène diplomatique, sur la scène médiatique, dans la sphère économique. Le Qatar se donne les moyens de ses ambitions. Elles sont sans limite. Et voici pourquoi. Au Qatar, l'argent coule à flot. Le niveau de vie est le plus élevé au monde, 2 fois supérieur à celui des Français. L'éducation, la santé, l'eau, l'électricité sont gratuits. En prime, pas d'impôts. Ici, il n'y a pas eu de printemps arabe. Il n'y a pas de famille qatarienne pauvre ici. Nous appartenons tous à la classe moyenne ou à la bourgeoisie. Personne ne galère ici. Grâce au pactole du gaz, le pays multiplie les chantiers et il change de visage. Les projets s'enchaînent, un marché colossal qui attire entreprises et particuliers. Et les Français sont bien représentés. Il y a des projets qui sont élaborés jusqu'à 2030, donc ça fait quand même une belle marge. Et les Français sont toujours les bienvenus quand ils peuvent apporter quelque chose au développement du pays. Mais le Qatar ne veut pas rester un simple producteur de matières premières. Il veut se transformer en une société de la connaissance arabe et moderne. De grandes universités et des scientifiques célèbres ont déjà choisi de s'installer à Doha. Nous devons construire notre future économie, conduite par les sciences et les cerveaux. Le Qatar multiplie les investissements à l'étranger car il anticipe la fin de l'argent du gaz. La France n'est pas le seul pays à susciter l'appétit du Qatar. La Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale, est la première cible. Mais les terres agricoles intéressent aussi le Qatar pour assurer son futur alimentaire. Nous irons en Australie où les achats de terres inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et aussi, je ne pense pas qu'un gouvernement étranger devrait avoir le droit d'acheter des terres comme ça, sans que personne ne le sache. Avec Al Jazeera, le Qatar possède un porte-voix de première classe. L'Émirat est petit, mais il sait se faire entendre. En moins de 20 ans, Al Jazeera est devenu un acteur incontournable et controversé dans le monde arabe. L'autre arme médiatique, c'est le sport. Après avoir gagné l'organisation des Coupes du Monde de handball et de football, le Qatar vise les Jeux Olympiques. Et l'hypothèse n'a rien de farfelu. En seulement quelques années, le Qatar s'est imposé au point que cet activisme tous azimuts commence à indisposer. Dans tous les milieux économiques, diplomatiques, sportifs ou culturels, une même question se pose. À quoi joue le Qatar? Voici le 38e numéro d'Un œil sur la planète. Ce qui est important, c'est de regarder la planète, de la regarder bien. À la nuit tombée, dans le centre de Doha, le souk s'anime. On vient observer les derniers arrivages de faucons. Ici, c'est l'oiseau symbole de puissance, qui peut se négocier plusieurs dizaines de milliers d'euros. On vient aussi acheter des épices, des produits de beauté, des tapis. Un petit côté Tintin au pays de l'or noir, mais l'image est trompeuse. Cela fait très longtemps que les Qatariens ne se contentent plus des marchandises du souk. Ici, le sport national, c'est le shopping. Le salaire moyen, écoutez bien, est de 8 500 € par mois. C'est un record mondial. Alors nous avons voulu savoir comment l'on vivait dans un pays aussi riche et dans un pays où il n'y a pas de chômage. 90% des Qatariens sont des employés de l'État. Estelle Youssoufa et Christophe Aubert ont suivi le quotidien de 2 familles ici à Doha. Regardez. Les femmes de la famille Al-Sali sont en pleine opération shopping. La plus jeune, Sarah, doit trouver une robe.
Elle doit s'habiller pour la fête réservée aux femmes, organisée par son lycée pour le baccalauréat. Je veux quelque chose un peu léger. Oui, il lui faut une robe longue parce qu'il y a un code vestimentaire pour cette soirée. Pas de robe courte. Ça peut être décolleté ou sans manche, mais elle doit être longue. C'est toute la difficulté. Coupes échancrées, couleurs vives. On est très loin de l'abaya, le long manteau noir que les qatariennes portent quotidiennement. Mais pour ces femmes, ce n'est pas incompatible. C'est comme un manteau. En dessous, tu peux mettre des jeans, ce que tu veux, n'importe quoi. Même des leggings ou une robe. Des habits normaux, mais tu dois mettre une abaya dessus. Les règles de l'islam exigent que tu couvres ton corps quand tu quittes ta maison. Après le 11 septembre, les gens ont changé de regard sur les musulmans, pas seulement sur les femmes arabes. Ils nous regardent et pensent que nous sommes masqués, opprimés, qu'on essaye de nous faire taire, de nous emprisonner. Je pense que l'abaya te libère. Tu peux même te balader en pyjama pour aller à l'école ou au boulot. Personne n'en saura rien puisque tu as une abaya dessus. La famille vit dans un quartier cossu de Doha. Le père a fait fortune dans la construction et sa première épouse, Oumali, s'occupe de ses 5 enfants. Ancienne professeure de biologie, elle met un point d'honneur à ce que ses filles soient indépendantes et éduquées. Elle n'oublie pas pour autant leur avenir qui passera nécessairement par le mariage. Pas d'union arrangée entre cousins comme c'est l'habitude au Qatar. Ces filles auront le choix. Je ne vais pas les forcer. Plusieurs hommes sont venus demander la main de Mariam, mais nous n'allons pas l'obliger à se marier. Ce sera son choix. Et puis, nous devons connaître le jeune homme. On va se renseigner sur lui, sa famille, ses manières, son travail. On va rassembler des informations sur lui. Il peut ne pas être à la hauteur de ma fille. Ils ne vont pas me forcer à épouser quelqu'un dont je ne veux pas. Et puis ils comprennent qu'actuellement dans ma vie, je veux me concentrer sur ma carrière. Je veux obtenir une maîtrise et un doctorat. Ensuite, je penserai à me marier. Le mariage n'est pas ma priorité pour le moment. Comme de plus en plus de Qatariennes, Mariam travaille. Massivement scolarisée et de plus en plus diplômée, les femmes prennent peu à peu leur place sur le marché du travail. Et ce, malgré des traditions religieuses très strictes quant à la mixité. Les ambitions du pays exigent que tous les Qatariens participent à l'effort. C'est une révolution tranquille, mais un bouleversement profond des habitudes. Les citoyens du Qatar sont parmi les plus riches du monde. Ici, pas de printemps arabe malgré l'absence de pluralisme politique. Dans leur écrasante majorité, les Qatariens se déclarent satisfaits du pouvoir en place, et pour cause. L'éducation est gratuite pour nous. Les soins de santé, l'électricité, l'eau, tout est gratuit. Le gouvernement nous pousse à l'excellence, à ce qu'il y a de mieux pour le pays. On nous donne d'excellents salaires, nous sommes prioritaires pour les meilleurs postes. Le gouvernement se bat pour qu'aucun Qatarien ne soit au chômage, qu'on ait une bonne éducation, un emploi solide. Il ne veut pas qu'on se soucie du quotidien. Le gouvernement est là pour prendre soin de nous. Il n'y a pas de famille qatarienne pauvre ici. Nous appartenons tous à la classe moyenne ou à la bourgeoisie. Personne ne galère ici. En 2011, la croissance économique a dépassé 20%. L'horizon s'annonce plein de promesses. Mais la rapidité du développement est telle que beaucoup de Qatariens s'interrogent sur la préservation de leur culture. Le pays ne veut pas perdre son âme.
Aujourd'hui, Doha essaie de marier tradition et modernité. Regardez dans ce centre commercial. Toutes les femmes portent la baya. On garde nos traditions, mais on essaie de prendre ce qu'il y a de mieux dans la modernité. On prend les nouvelles technologies, on prend l'éducation, ce qui en vaut la peine. Mais rien qui vienne contredire nos traditions. Parce que la tradition n'est pas un mal. La tradition, la famille Al-Mahri y tient beaucoup. Chaque vendredi se déroule selon un rituel immuable. Après la prière, les hommes se retrouvent dans le majlis, le salon qui leur est réservé. Mohamed est l'un des chefs du clan. Il nous reçoit avec son fils, ses frères et ses neveux. Quelques heures de palabres autour d'un café à la cardamone, puis le déjeuner, entre hommes. Au menu, un plat traditionnel à base de riz, de poisson et de poulet. Ce n'est pas seulement chez nous ce genre de repas. Toutes les familles qatariennes font ainsi. Et j'espère que ça ne disparaîtra pas avec la modernisation. Parce qu'avec le nouveau mode de vie aujourd'hui, toute la famille travaille. Le père, la mère travaillent, les enfants vont à l'école et il y a moins de temps pour la vie de famille. Mohamed nous emmène dans la partie privée de la maison, celle qui est réservée aux femmes. Par une succession de passages, le gynécée est strictement séparé du salon des hommes. Au bout du dédale, dans une cour, le quartier des femmes interdit aux visiteurs masculins. D'ailleurs, Mohamed ne souhaite pas que l'on filme son épouse. Il est conservateur et estime que les règles de la décence imposent des limites. Mais il nous montre fièrement ses enfants. Leur agilité sur les écrans ne cesse de l'impressionner. J'aimerais que mes enfants grandissent dans un environnement positif. J'aimerais qu'ils aient la même enfance que moi. Mais à leur âge, quand j'étais gosse, je n'avais pas tous ces produits high-tech. Dans le majlis, leurs oncles ont aussi les yeux rivés sur des écrans. Ils regardent en boucle ce qui est le sport préféré des jeunes Qatariens, les rodéos automobiles. Malgré des campagnes de prévention, les accidents mortels atteignent un taux record. Au nom de Dieu le miséricordieux, j'appelle la jeunesse du Qatar à éviter les comportements irresponsables et la folie de la vitesse qui mènent à la destruction de soi et des autres. Dieu n'aime pas les arrogants et les orgueilleux. Difficile de savoir si le message de cet imam passe auprès des plus jeunes. L'un des fils Al-Mahri a déjà réduit en morceaux de voiture. L'autre a perdu 4 de ses amis dans un accident. Mais la fascination reste intacte. Dans une société d'abondance et d'ennui, ce sport de l'extrême reste l'exutoire préféré des plus jeunes. Mohamed a sa propre passion, plus traditionnelle, et il veut la partager avec nous. Pour cela, il nous emmène loin de Doha, dans le désert. C'est là, dans l'immensité de pierre et de sable, qu'il est au plus près de ses racines bédouines. Ici, c'est notre élevage de chameaux. Et nous sommes dans l'ouest du Qatar. Les chameaux, le pilier de la culture bédouine.
l'animal qui a permis au peuple du désert de survivre. Salam alaikum. La famille Al-Mari nourrit une véritable passion pour ses bêtes et depuis peu, elle s'est lancée dans l'élevage et les courses. C'est le frère aîné de Mohamed, Saïd, qui est en charge du domaine. Il est agité parce qu'il a peur de la caméra. Mais ne vous en faites pas, je vais faire les présentations. En fait, ces animaux coûtent très cher. Et certains de nos chameaux sont soudanais. On les a importés. Comme celui-ci, celui-ci aussi. Et puis d'autres viennent d'Oman. Chaque animal vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Et parfois des millions quand ils gagnent des courses. L'élevage est une affaire de gros sous. Ces femelles sont enceintes. Elles ont toutes été engrossées par le mâle qui est ici. Elles vont mettre bas l'an prochain, vers le mois de janvier-février. Parce que ce mâle a une bonne réputation, qu'il est rapide et qu'il a gagné des courses, on espère que ce sera un beau pédigré. Rien n'est trop beau pour ces précieuses bêtes. Le fourrage est importé spécialement d'Australie. Mais la sélection est stricte. Les chamelons, il faut voir leur performance sur des toutes petites courses locales. S'ils obtiennent des résultats, s'ils sont rapides, on les qualifie et on investit sur eux. Sinon, s'ils ne sont pas bons, bien on les mange. Ou on les revend, ou encore on les utilise pour l'élevage. Quel que soit leur sort, ces chameaux font l'objet d'une sincère admiration. Pour un bédouin, aucun mot d'affection n'est trop fort pour parler de ces bêtes. Ah, on s'aime beaucoup. Ah, c'est mon amour. Elle est très vieille, mais quand elle était jeune, elle était comme Marilyn. Manoro. Mais elle est vieille maintenant. Elle ressemble à cette actrice américaine. Elizabeth Taylor? Oui, c'est ça. Le clan veille à ce que les plus jeunes partagent cette passion et s'enracinent eux aussi dans l'héritage millénaire des Bédouins. Comme pour leurs ancêtres, la prière rythme le temps de ces Bédouins. Rien ne semble avoir bougé depuis des siècles. Même si le campement bénéficie aujourd'hui de l'électricité et d'Internet. Dans le désert, la tradition est encore vivante. Les règles de l'hospitalité bédouine toujours respectées. Le temps est comme suspendu. Les discussions vont se prolonger tard, dans la nuit. Il y a encore quelques dizaines d'années, Doha n'était qu'un petit village de pêcheurs. Durant des siècles, les seules ressources de la région, c'était la pêche et les perles que les plongeurs locaux allaient récupérer au fond de la mer. Et puis on a trouvé du pétrole et surtout du gaz. Et là, tout a changé, regardez. Le Qatar est un tout petit pays. Il est entouré de deux puissants voisins, l'Arabie Saoudite et l'Iran. La richesse du Qatar
provient du pétrole, mais surtout du gaz, avec l'exploitation du North Dome Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, que le Qatar partage avec l'Iran. Le Qatar est le premier exportateur mondial de gaz liquéfié. L'argent de la rente pétrolière et gazière avoisine les 60 milliards de dollars par an. Pendant 4 ans, le Qatar a connu la plus forte croissance mondiale, plus 15%. Un boom économique sans précédent pour une population de seulement 1,7 million d'habitants. Mais les Qatariens de souche ne sont pas plus de 250 000. Le reste est composé de travailleurs étrangers qui font tourner l'économie du pays. Il est à peine plus de 5 heures du matin dans les rues de Doha. Et ils sont déjà des dizaines à attendre. Ils viennent d'Afghanistan, du Pakistan, du Yémen. Chaque jour, ils espèrent trouver du travail pour la journée sur l'un des chantiers de la capitale. Leurs conditions de travail sont difficiles, régulièrement dénoncées par Human Rights Watch. Mais ils viennent ici chercher le salaire et l'argent qu'ils n'ont pas chez eux. Le marché est absolument colossal. Il se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Tous les secteurs de l'économie ont besoin de cette main-d'œuvre étrangère, y compris dans les services et les technologies. Et les Français, vous allez le voir, ne sont pas les derniers à en profiter. Reportage de Frédéric Crotta et Bruno Giraudon. « 8h30 du matin et déjà 39 degrés à l'ombre. Nous sommes sur la route 77, comme 77 millions de tonnes de gaz liquide, la production annuelle du Qatar. Comme tous les matins, Khaled Kouki, ce cadre français, se rend à Ras Laffan, une zone désertique, ultra protégée, ultra sécurisée, aussi grande que Paris. On n'y entre qu'après avoir franchi plusieurs checkpoints. Une sécurité à la mesure de l'importance du site. Ras Laffan, en fait, c'est un centre névralgique, c'est un peu le coffre-fort du Qatar. Tout le gaz arrive de l'offshore à Ras Laffan. Ensuite, soit il est consommé localement, soit il est expédié un peu partout dans le monde. Ça part du Japon jusqu'aux États-Unis, donc on couvre à peu près toute la planète. Bienvenue dans un monde de démesure. Sur des dizaines de kilomètres, s'étend le plus grand centre mondial de transformation de gaz naturel en gaz liquide. Une vraie mine d'or. De cette ressource, le Qatar tire l'essentiel de sa richesse et de sa puissance. La société Qatar Gaz exploite les gisements avec l'aide de partenaires étrangers dont le groupe Total. Le groupe français, présent ici depuis 1938 dans le domaine du pétrole, est aujourd'hui un acteur incontournable. Une bonne partie de ces installations ultramodernes a été conçue avec de la technologie française. Il y a une contribution française assez forte, Total comme actionnaire technique dans l'engineering. Et donc ça c'est vraiment le dernier cri quoi? Ça c'est le dernier cri et ça le restera pendant certainement très longtemps puisque on est les seuls à avoir ces trains aujourd'hui dans le monde. En moyenne, 50 000 personnes travaillent ici sous des températures qui grimpent l'été jusqu'à 60 degrés. Le pilotage du site s'effectue depuis ce bunker, réputé indestructible. Alors là, c'est la Main Control Room, ce qu'on appelle communément MCR. C'est là où on contrôle toutes les opérations pour tous les actionnaires de Qatar Gaz. Pour transporter le gaz, il faut le liquéfier en le refroidissant à moins 161 degrés. Une opération extrêmement délicate qui nécessite savoir-faire et électronique de pointe. C'est quoi la température maintenant sur les rundown lines? Sur les rundown lines, on est à moins 160. Moins 160? Très bien. Oui, oui. Tout est contrôlé automatiquement. Lorsqu'il y a le moindre problème, que ce soit température, pression ou autre, il y a des alarmes qui se déclenchent. Et donc ces messieurs vont demander à des gens de la maintenance ou autres d'aller intervenir sur site, voir s'il y a une fuite, s'il y a le moindre problème et le réparer. Thank you very much. L'exploitation du gaz a fait décoller l'économie du Qatar. Les réserves sont colossales, au minimum 50 années, peut-être même un siècle. Voilà à quoi ressemblait le pays dans les années 80. Des installations industrielles pour le moins sommaires,
et une capitale, Doha. Bourgade endormie qui s'est comme par enchantement réveillée, métamorphosée. Il fait figure de pionnier. Patrice est arrivé ici comme coiffeur personnel du père de l'émir. Il a parfois du mal à reconnaître le pays qu'il a découvert il y a 27 ans. C'était lunaire. Les Américains disent qu'ils sont allés sur la Lune. Moi, j'y ai vécu parce que c'était vraiment lunaire, il n'y avait rien. Ça, c'est une ville, voilà. Qui va jusque, je sais pas, ça doit faire 20-30 km de long. Quand je suis arrivé en 1985, j'ai passé 12 ans où il se passait quasiment rien, quoi. Il n'y avait rien qui se passait. Et quand il y avait deux voitures devant nous au rond-point, on imaginait que c'était un gros embouteillage. Et puis d'un seul coup, ça a basculé. On a parlé du gaz, du développement du gaz. Et là, ils sont partis dans un développement du Qatar qui était vraiment faramineux. Patrice a su tirer profit lui aussi de ce boom exceptionnel. Il s'apprête à ouvrir dans ce futur centre commercial d'Alcor un nouveau salon de coiffure, son 5e. Après des débuts modestes, Patrice a réussi à imposer sa marque. Il se sent d'attaque pour la développer et ouvrir d'autres salons dans tout le pays. Hi Ivan, how you doing? Ce matin, réunion de chantier avec son décorateur, un Espagnol qui a fui la crise de son pays. I don't want to be too bright because the people when they sit here, you know, it's not pleasant. Votre objectif, c'est combien d'ouverture de salon? Moi, je m'étais donné 10. Quelqu'un m'a dit pourquoi pas 20. Voilà quoi. La limite, c'est le ciel. Hein. Apparemment, Patrice gère son business comme il l'entend. Mais comme tous les expatriés implantés ici, il est obligé non seulement d'avoir un associé qatari, mais en plus de lui donner la majorité des parts de l'entreprise et des dividendes. C'est 51% pour eux, 49% pour nous. S'associer comme ça avec un majoritaire, s'il veut interférer dans votre domaine, s'il n'est pas compétent, ça peut poser des problèmes. Par contre, ça peut être complémentaire, parce qu'en termes d'investissement, en termes de relationnel, etc., ça peut être important. Moi, j'ai un sponsor avec qui ça se passe très bien, on se rencontre régulièrement, mais c'est plus pour discuter comme ça. Il ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais, donc j'ai le sentiment d'être libre. Nous aurions aimé rencontrer cet associé, mais très discret, il n'a pas souhaité nous parler. Contraint de renouveler chaque année son visa de travail, Patrice a tout de même la sensation d'être chez lui. Bah, ça fait moins chaud qu'hier, hein, quand même. Un cadre de vie luxueux, du soleil toute l'année, c'est à Pearl qu'il a élu domicile. Une gigantesque marina artificielle, un des rares endroits où les étrangers peuvent investir dans l'immobilier. Toute cette partie-là, c'était que le désert. Tout cet endroit où il y a les tours, l'île qui est construite, c'était sur la plage. Avant, on promenait notre chien ici. Donc c'était des grandes plages avec pas beaucoup d'eau, hein. Il y avait 20-30 cm d'eau, mais ils ont construit directement sur la mer. Et là, au milieu, doit y avoir un hôtel Four Seasons qui doit ouvrir dans peut-être 2 ans, 3 ans, suivant le cas. Non, c'est vraiment très très sympa comme concept. Maintenant, il faudrait qu'ils le terminent parce que ça fait 10 ans. Ils ont un peu de retard, et beaucoup de retard même. Et ça serait bien qu'ils l'achèvent parce que ça a vraiment une valeur quand ce sera achevé, quoi. Et c'est vrai que le Qatar donne l'impression d'être un pays en chantier permanent. Les investissements sont colossaux. Le Qatar veut pour l'ensemble de son économie une transformation radicale à l'horizon 2030. Un bond en avant et le plus rapidement possible. La course au développement est lancée et tout le monde veut sa part du gâteau. Le contrat du siècle, c'est une entreprise française qui l'a décroché. 1 milliard d'euros pour la construction de ces 9 tours qui abriteront le siège social de Qatar Petroleum, livraison prévue en 2014. Un travail de titan. La surface au plancher, c'est l'équivalent d'un tiers du quartier de la Défense. 450 000 m3 de béton, 5000 km de câbles électriques, des records battus, dont celui de la plus grande surface de façade.
Là, on est sur la tour 3, donc on a reçu dernièrement les tuiles terracotta qu'on vient de poser. Un bel immeuble normal, on parle de 20 à 25 000 m², et c'est déjà un gros immeuble en façade. Et là, c'est combien? Le tout cumulé, on a 330 000 m² de façade. Ça représente peut-être le plus gros chantier au monde qu'il y ait jamais eu en façade. Parce que c'est tout simplement énorme. Tout ça va s'étaler sur environ un an de travaux. 10 mois, un an de travaux. Le grand patron de ce projet en est convaincu, on ne vit pas cela 2 fois dans une carrière. La bonne tenue des travaux et des délais est capitale. Là, on monte au 37. Sur ce marché, Bouygues doit faire ses preuves au même titre que les autres. Tous les géants mondiaux du BTP, coréens, chinois ou allemands, se livrent une concurrence farouche. On espère que ce projet devienne la porte d'entrée, la grande porte d'entrée de Bouygues au Qatar, et nous donne une image de marque qui, bien sûr, nous permettra de décrocher beaucoup d'autres projets, tout aussi gros, sinon plus. L'objectif, c'est d'être retenu pour les chantiers de la Coupe du Monde de football en 2022. Le Qatar envisage pour cela de faire venir 1 million de travailleurs supplémentaires. On évoque des chiffres allant jusqu'à 150 milliards de dollars dans les 5-6 ans à venir. Il est certain qu'il faut toute la main-d'œuvre nécessaire, donc 1 million de personnes supplémentaires, ça peut atteindre ce chiffre-là. Un bouleversement de plus pour le pays. Les immigrés représentent déjà 85% des habitants. Sans leur force de travail, rien ne serait possible. Vous venez d'où? Bangladesh. Ça se passe bien ici? Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 18 mois. Moi, je suis népalais. De Katmandou? Ouais, de Katmandou. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? 26 mois. Ils sont arrivés d'Inde, de Chine, du Népal, du Pakistan, d'Iran ou encore des Philippines. Ils travaillent en moyenne 6 jours sur 7, 10 heures par jour, pour un salaire qui oscille entre 200 et 500 euros par mois en fonction de leur qualification. Ils sont logés dans des lotissements à l'extérieur des villes, et même s'ils sont indispensables au développement, leur nombre commence à inquiéter les autorités. Alors Doha entend désormais réglementer le monde du travail, y compris pour les métiers les plus qualifiés. Razek et Valérie, installés ici depuis 6 ans, en font l'expérience. Lui travaille pour un grand opérateur de téléphonie, elle pour un organisme financier gouvernemental. Tous deux sont salariés. Avec le temps, l'envie de monter une société s'est faite pressante, mais au Qatar, ce n'est pas si simple. On a envie d'essayer autre chose. On est venu quelques années, on savait à quoi s'attendre en étant salarié, c'est-à-dire une vie assez agréable quand on a 3 enfants, d'aller fréquemment à la plage, dans le désert, d'avoir une très bonne école, et puis un contexte agréable pour travailler. Mais là, comme on a envie de monter notre propre boîte, on a envie de passer à autre chose, parce que c'est plus compliqué quand même quand on franchit ce pas-là ici. Ils voudraient se lancer dans le consulting, dans le domaine des télécoms. Mais une loi récente leur impose de trouver un sponsor, lui aussi spécialiste de la téléphonie. Trop risqué selon Razek, car après avoir apporté son savoir-faire, il pourrait très bien être remplacé au profit d'un Qatarien. Leur objectif clair, c'est d'apprendre le maximum en payant le moins possible. Pas toujours, mais souvent. Et 2, à remplacer le moment venu, d'une façon brutale souvent, la compétence ou la ressource étrangère par une ressource locale. L'installation de l'expatrié, pour eux, n'est plus à l'heure du jour. Et c'est un peu ça qu'on a compris à travers les années, à travers une stratégie qui est graduellement mise en place pour, quelque part, soit dégoûter certains pour les faire partir, soit simplement de leur faire comprendre que, quelque part, vous êtes effectivement des immigrés, vous êtes des étrangers, et que le pays, il offre ses ressources, d'abord aux locaux, ce qui est normal, et ensuite aux expatriés. Il y a ce sponsorship qui nous convient pas. Après, il y a d'autres personnes qui montent des boîtes ici qui sont très contentes. Mais ça dépend nous, on veut à 100% être patron de ce qu'on fait. Et c'est pas possible. C'est pas possible. En attendant de se lancer, ici ou ailleurs, Valérie continue d'enregistrer ses chroniques à la radio.
Salam alaikum. L'influence française est importante. Les autorités qataries ont lancé l'an passé, en collaboration avec RFI, Oryx, une station à destination de la communauté francophone. Le classement est bien sûr d'inciter à une émulation positive pour améliorer le quotidien. Libanais, Tunisiens, Marocains, Égyptiens, Québécois et Français, 100 000 personnes environ. Au Qatar, la culture française a une place à part. Les relations entre les deux pays sont très anciennes. L'un des fils de l'émir a fait Saint-Cyr. Quant au procureur du Qatar, il a fréquenté l'université de Clermont-Ferrand. C'est d'ailleurs lui qui a payé la construction de cette école très réputée, où tout l'enseignement se fait en français. Un autre établissement de ce type est déjà construit, un troisième est en projet. Alors ça, c'est notre Manhattan à nous. Au Qatar, il est impossible pour l'instant d'être son propre patron. Mais ce pays offre aux immigrés de luxe, comme ils se définissent eux-mêmes, des conditions de vie satisfaisantes. Voilà, tu peux pas être au plus près, hein. Selon Patrice, le propriétaire des salons de coiffure, l'organisation par le Qatar de la Coupe du Monde de football en 2022 permet d'être optimiste. Il y a des projets qui sont élaborés jusqu'à 2030, donc ça fait quand même une belle marge. Et les Français sont toujours les bienvenus quand ils peuvent apporter quelque chose au développement du pays. Pour quelques années encore, le Qatar gardera l'apparence d'un véritable Eldorado. Voici l'endroit où l'on adore venir se faire prendre en photo à Doha. Think, pense, c'est le message des autorités à la jeunesse du Qatar pour préparer l'avenir lorsqu'il n'y aura plus ni pétrole ni gaz. Le pari, c'est de construire une société du savoir et on s'en donne les moyens. Les écoles, les centres de recherche, les universités les plus prestigieuses à travers le monde sont invités à venir s'installer ici, moyennant finance. Et vous allez le voir, les résultats sont spectaculaires. Le reportage est signé Estelle Youssoufa et Christophe Aubert. Pompe et circonstances, la musique traditionnelle des diplômés américains. Les toges, le décorum, tout y est. Pourtant, nous n'assistons pas à une cérémonie de remise de diplôme aux États-Unis, mais bien au Qatar. C'est la prestigieuse université de Cornell qui salue la première classe de médecins qu'elle forme à Doha. Les diplômes sont américains, mais les cours se tiennent dans l'Émirat et accueillent des élèves du monde entier. Sarah est la seule diplômée qatarienne de cette promotion. Une jeune femme de 22 ans, future gynécologue, qui fait la fierté de sa famille. Oh mon Dieu, tu as réussi! Docteur Sarah, félicitations! Nous sommes si fiers! Tout le clan est venu pour féliciter Sarah. Elle est le premier médecin de sa famille. Et en plus, c'est une femme. Je suis tellement fière de toi! Le grand-père est très ému. Une telle réussite était impensable il y a encore peu de temps. Les étudiants qatariens devaient aller étudier à l'étranger. Une opportunité réservée en général aux garçons. Mais le parcours de Sarah reste encore une exception. Je montre l'exemple pour les plus jeunes qui ont peur ou qui n'ont pas la chance d'avoir des parents aussi encourageants que les miens. Très honnêtement, être la seule qatarienne m'attriste parce que je vois tellement de potentiel dans notre jeunesse. Beaucoup de jeunes ont des capacités, mais ils se brident à cause de la pression sociale ou de leur propre peur. Les études de Sarah n'ont rien coûté à ses parents. Elles ont été prises en charge par la Qatar Foundation, un organisme intégralement financé par l'Émirat. Au Qatar, l'éducation est devenue un secteur prioritaire. Nous n'avons pas d'autre option. Mon père était pêcheur de perles. Il y a une cinquantaine d'années, il plongeait dans les profondeurs pour aller chercher des perles. Il n'avait pas le choix, plonger ou mourir de faim.
Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous devons plonger dans ce que la Qatar Foundation nous offre et ramener les perles de l'éducation et des sciences pour survivre et rejoindre le reste du monde. C'est notre unique option pour nous préparer à l'après-pétrole, quand nous n'aurons plus de gaz. Nous devons construire notre future économie, conduite par les sciences et les cerveaux. Anticipant la disparition de ces hydrocarbures, le Qatar a décidé de miser sur l'éducation, avec un seul mot d'ordre, l'excellence. La volonté de l'Émirat est de devenir la capitale universitaire du Golfe arabo-persique. Une mission dévolue à la Qatar Foundation, fondée il y a 17 ans, à l'arrivée aux commandes de l'émir du Qatar. Chaque année, la remise des diplômes est présidée par l'une de ses épouses, Chera Moza, qui dirige la fondation. Le budget est tenu secret, mais il est colossal, suffisant pour répondre aux ambitions royales. Grâce à la mise en place d'un système éducatif d'excellence, nous posons les bases des valeurs éducatives, scientifiques et culturelles d'un nouvel avenir. Ce nouvel avenir nous permettra de devenir un exemple mondial. Nous construirons une société de savoir où se complètent les facteurs d'une renaissance sociale, économique et civilisée. Tel est le vœu du Qatar. En quelques années, un nouveau quartier est sorti de terre à Doha, Education City. Un campus géant de 14 hectares. Moyennant finance, le Qatar y a fait venir des antennes de quelques-unes des meilleures universités du monde. Georgetown, HEC, University College of London, Northwestern, Cornell. C'est là que se concentrent les futurs cerveaux du pays. Près de 5000 étudiants, dont une majorité d'étrangers. Le Qatar espère pouvoir les séduire et les retenir grâce à son parc éducatif flambant neuf, doté des meilleures installations. On y trouve déjà des laboratoires de recherche de pointe. Et la grande majorité des scientifiques travaillant sur le site est pour leur composé d'expatriés. C'est le cas du docteur Machaka, recruté aux États-Unis pour mettre en place l'unité de recherche de Cornell, qui compte déjà 27 laboratoires. Un projet pharaonique, mais surtout une aventure humaine passionnante, selon ce scientifique français. Raphaël Courjaret est chercheur en physiologie. À Doha depuis 2 ans, il n'en revient pas des progrès accomplis. J'étais en Allemagne. En termes de moyens techniques, c'est pareil. Ici, il y a un challenge de construction, pas uniquement ici à Cornell en termes de recherche, mais globalement dans le pays. On est ici en train de voir des gens qui sont en train de construire un pays et qui vont mettre 20 ans à faire ce que les civilisations occidentales ont mis 2 siècles à faire. Et de voir aussi qu'on peut créer une structure de recherche comme ça à toute vitesse, c'est 3 ans. L'étage au-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 1 an, c'était une dalle de béton, il n'y avait rien dessus. Maya, comment vas-tu? Quoi de neuf? Et sur quoi travailles-tu? La venue de chercheurs s'inscrit dans un plan stratégique pour créer de la richesse intellectuelle au Qatar d'ici 2030. Pour réaliser ses ambitions, le Qatar mise sur la recherche et le développement. 3,5 milliards de dollars dépensés chaque année pour avancer au pas de charge. Au niveau de la recherche, ils ont créé une agence de financement pour la recherche fondamentale. La recherche va déposer des brevets, générer du savoir-faire qui sera commercialisé dans le Qatar Science Technology Park. Ainsi, la boucle est bouclée. On crée de la matière grise, des emplois et de la richesse pour le pays. Et c'est ainsi que l'on construit une économie basée sur le savoir. Le Qatar se place déjà à l'avant-garde médicale dans un secteur très spécifique, celui des cellules souches. La science avance vite dans ce domaine et les perspectives thérapeutiques sont considérables. C'est une des autres missions de la Qatar Foundation. Améliorer l'état de santé des citoyens de l'Émirat. La société Virgin du Britannique Sir Richard Branson s'est vu confier la création d'une banque de cellules souches dans une région qui en manque cruellement. On répond à un besoin qui existe dans tout le monde arabe. Besoin de cellules souches pour le traitement de leucémie, thalassémie ou anémie,
La vision du Qatar est de devenir leader dans ce secteur, en finançant les traitements cliniques et les initiatives de recherche qui vont, à terme, générer d'autres traitements et aider la population. Mais la Qatar Foundation a encore d'autres missions nobles, comme celle d'améliorer le cadre de vie de la population, dans une logique de développement durable. Elle veut changer l'architecture du pays. Doha était il y a une cinquantaine d'années seulement un petit port de pêche assoupi et poussiéreux. Avec le temps, le centre-ville et son souk se sont peu à peu vidés de leurs habitants traditionnels, partis se loger dans de grandes villas. Lassée de voir la capitale se dessiner comme une banale métropole aux gratte-ciels anonymes, la Fondation a décidé de s'attaquer à la reconstruction du centre historique de Doha. À coups de pelleteuses et de grues, un chantier de 31 hectares doit changer le visage de la ville en 4 ans. La phase 1 est quasiment terminée. Ici, nous aurons la phase 2. Nous en sommes aux gros travaux. Ici, vous voyez la phase 3. Il commence à peine les gros travaux. Et puis la phase 4, où viendra se connecter le métro. Elle n'a pas encore été entamée. Les plus grands cabinets d'architectes ont postulé pour ce projet, chiffré à plus de 5,5 milliards de dollars. Il fallait penser le Doha du futur, celui de l'après-pétrole, avec des zones piétonnières, des transports en commun et des bâtiments basse consommation. Un défi dans ce pays au climat aride et chaud. Dans notre projet, les bâtiments sont construits de manière à ce qu'ils créent des ombres toute la journée. Ça, c'est l'effet des ombres. Et puis, il y a le refroidissement par le vent. Vous savez, au Qatar, nous avons un vent du nord qui s'appelle Al-Shamal. Vous voyez les flux passer par les sakik, ces petites rues étroites. Et cela ventile, refroidit les bâtiments. Se baser sur un savoir ancestral pour concevoir l'architecture du futur, c'est le pari de la Qatar Foundation. D'ici quelques années, Doha entend devenir une capitale unique. Belle, islamiquement correcte, écologiquement viable. Un nouveau modèle de développement pour la région et, pourquoi pas, pour le reste du monde. La Qatar Foundation veut établir un nouveau langage architectural pour les pays qui tentent de marier modernité et tradition. L'émirat du Qatar a demandé à l'architecte Pei, le père de la pyramide du Louvre, de lui construire un écrin pour rassembler ici les perles de l'art islamique. Car en quelques années, Doha a aussi investi le marché de l'art. 4000 pièces au total, dont seulement quelques centaines sont exposées. Les experts ont sillonné la planète à l'affût des ventes aux enchères. Doha se rêve en capitale culturelle du monde arabe. Mais la frénésie d'achat du Qatar ne se limite pas aux joyaux de l'art islamique. En France, il rentre au capital des entreprises, rachète les plus beaux hôtels. Et le Qatar ne limite pas ses participations à notre territoire. Sa stratégie est mondiale, comme on peut le voir sur cette carte. Le patrimoine international de l'Émirat est estimé cette année à 210 milliards de dollars. C'est ici, dans cet immeuble presque anonyme, avec cette simple plaque à l'entrée, que l'État du Qatar décide où et combien il choisit d'investir. Ce fonds d'investissement pèse 100 milliards de dollars. Et l'un des pays privilégiés pour l'investissement, eh bien, c'est l'ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne. Le reportage est signé Jacques Cardoz et Stéphane Guillemot. Le symbole d'une puissance. Le Shard, l'écharde ou le tesson de bouteille en français. La plus haute tour d'Europe,
Sans doute fallait-il cela aux Qatariens pour se démarquer et inscrire leur nom au patrimoine des constructions gigantesques. Le Shard a ce site particulier qu'il est visible de partout dans la ville. Une empreinte, une signature à laquelle personne ne pourra plus échapper. Le soir de l'inauguration, la fête fut totale dans le ciel londonien. Les princes qatariens n'avaient pas lésiné sur les moyens. Et comme un symbole, le cher Tamim bin Hamad Al Thani fut accueilli par un autre prince, Andrew, l'un des fils de la reine Elisabeth. Le royaume britannique a le plus grand respect pour les fonds du royaume du Golfe et le maire de Londres célèbre une nouvelle étape dans l'attractivité de sa ville. C'est une journée remarquable pour Londres. Nous avons ici le bâtiment le plus haut d'Europe occidentale. C'est un symbole de confiance dans notre capitale et un faire-part, une invitation au monde pour venir le voir. Nous sommes ravis de la jalousie que va susciter ce projet à Paris. Les projets, c'est en partie ici qu'ils se décident, à la mairie de la Cité de Londres. Son rôle, faciliter les investissements dans la capitale britannique. Cet homme, on l'appelle le maire de la City, le quartier des affaires, tout un symbole. Ici, les princes qatariens sont les bienvenus et l'on prend grand soin de ces nouveaux investisseurs. Voilà, ça c'est un cadeau offert par la Banque centrale du Qatar. Des petits cadeaux, des marques de respect entre Qatariens et Britanniques, signe d'une bonne relation. Ici, on sait que les affaires se construisent dans la durée. Vous ne pouvez pas prendre un vol pour Doha et faire signer le contrat en descendant de l'avion. La confiance s'acquiert avec le temps. Et ça, c'est vraiment la différence entre la culture du monde arabe et celle du monde occidental. Dans cette relation de confiance essentielle dans le milieu des affaires, les Britanniques ont une longueur d'avance sur leurs concurrents européens. L'ancienne puissance coloniale conserve des liens forts avec les familles du Moyen-Orient. Récemment, des investisseurs qatariens ont fait construire ces bâtiments luxueux juste devant Hyde Park. Là aussi, un projet un peu démesuré qui n'a pu se faire sans des appuis au plus haut niveau de l'État. Il existe aussi des rapports personnels entre les Qatariens et des membres de la famille royale britannique. Par exemple, le prince de Galles n'a pas hésité à influencer les Qatariens et leurs projets de construction, en veillant au patrimoine important de la capitale. Alors on voit parfois des pourparlers en public entre les deux familles, mais c'est vrai aussi que ces discussions ont lieu souvent en privé. La famille royale n'a en effet pas hésité à faciliter les relations entre les deux pays. L'un des symboles les plus forts, c'est l'achat de ce terminal gazier au Pays de Galles. Le jour de l'inauguration, la reine en personne s'était déplacée. Napoléon a dit que nous étions une nation de commerçants. Il aurait été plus précis s'il avait dit que nous étions les meilleurs. Une nation avec les commerçants les plus doués. Très habile, au point d'avoir vendu une liste impressionnante de propriétés aux Qatariens. La Bourse de Londres, le prestigieux magasin Harrods, qui fut un temps la propriété d'un autre investisseur bien connu, Dodi Al-Fayed, l'ambassade des États-Unis et, plus étonnant, le marché de Camden, l'un des sites touristiques les plus courus. On se demande bien quels intérêts peuvent avoir les Qatariens à investir dans des sites si différents. D'ailleurs ici, personne ne se doute que ce marché bien connu leur appartient. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent avec un marché comme ça. Donc c'est sûrement une bonne idée. Le Qatar est tellement loin que je ne vois pas comment ils peuvent gérer le marché. Ils l'ont peut-être acheté juste pour la voir, au lieu de l'acheter pour faire quelque chose de bien. Camden est un lieu très fréquenté et une partie de Londres qui est très connue. Je suis vraiment choquée. Mais n'allez pas croire que les Qatariens sont devenus des bâtisseurs uniquement par amour de la capitale ou parce que leurs enfants y grandissent. Tout cela répond à une vraie stratégie liée au marché. Ces 3 dernières années, le marché immobilier londonien a eu plus d'activité qu'aucun autre marché. Plus que New York, Paris, Tokyo. Cette année, on attend 10 milliards de livres d'échanges. Et c'est très facile d'investir à Londres. Les droits de mutation sont faibles, les taxes sont basses pour les investisseurs étrangers. Le marché ici est transparent et structuré. Si vous achetez un immeuble en pleine propriété, vous savez que ceci vous appartient en entier. Les baux sont en général plus longs ici qu'ailleurs, et les révisions de loyer ne peuvent qu'être des révisions à la hausse.
Si vous achetez un immeuble et que le loyer est à 1 million de livres par an, vous savez que pendant toute la durée du bail, vous allez recevoir au moins 1 million de livres par an, et peut-être plus. Alors un jour peut-être, Londres et d'autres placements en Europe viendront au secours des princes qatariens lorsque la ressource naturelle viendra à se tarir. Ces revenus-là devront remplacer la rente pétrolière et gazière. Le pays peut compter sur la clémence des Britanniques, car l'image du Qatar est ici plutôt positive. Le Qatar a le même dilemme que tous les États riches en ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il se passe quand il n'y a plus d'énergie? Le Qatar est tout petit, entouré par de très grands voisins, l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite. À un moment ou un autre, tous ces pays ont été intimidants. Donc c'est essentiel pour l'intégrité territoriale du Qatar que des pouvoirs étrangers importants aient un intérêt stratégique dans l'avenir du pays. Les investissements qatariens ne font que commencer. L'immensité de la ville facilite ses achats. Des projets fous ou simplement opportunistes comme le village des athlètes des Jeux Olympiques. Personne ne savait quoi en faire. Là aussi, le Qatar a su en devenir propriétaire pour en faire des logements à loyer modéré. De quoi contribuer encore un peu plus à se forger une image positive au pays du commerce. S'il faut préparer le jour où il n'y aura plus ni gaz ni pétrole, il faut aussi au quotidien nourrir une population toujours plus importante. Ici, la terre n'est que du sable, l'eau est rare et pas grand-chose ne pousse. Et pourtant, des millions de dollars sont investis dans ces fermes, en plein désert. Ici, par 40 degrés à l'ombre, c'est à peine croyable, on cultive des fleurs et des légumes par milliers. Si je prends ce pot de fleurs, par exemple, vous vous rendrez compte qu'il faut presque 10 pays pour arriver au résultat final. De la terre d'Estonie, des graines du Costa Rica, des pots de Corée du Sud. Il suffit de faire venir d'ailleurs ce que l'on n'a pas chez soi. Les Qatariens rêvent du jour où l'on produira ici suffisamment pour ne plus importer comme aujourd'hui 90% de leur nourriture. Et en attendant, eh bien, le Qatar va acheter à l'étranger ce qu'il n'a pas chez lui, des terres agricoles, en Asie, en Afrique, et vous allez le voir jusqu'en Australie, où des centaines de milliers d'hectares sont en train de changer de propriétaire. Le reportage est signé Hakim Abdelkalek et Cyril Paquier. À 4 heures de route de Sydney, des terres agricoles sur des milliers et des milliers d'hectares. Elles n'appartiennent plus à l'Australie. Elles sont désormais la propriété du Qatar. Des champs de blé, des cultures de colza, des pâturages pour les moutons. Le Qatar a déversé ici des millions d'euros pour s'offrir les meilleures fermes. Notamment de Pines, 1200 hectares, achetés via une société appelée Assad, une compagnie mystérieuse. Elle a placé ici ses hommes, des salariés australiens. Et visiblement, ils n'ont pas l'intention de nous en dire plus. C'est assez sensible comme sujet. Vous devez demander à mon supérieur. Pourquoi c'est si sensible ? Si vous êtes là, vous voyez ce que je veux dire. Les investissements étrangers, etc. Que fait donc le Qatar en Australie ? Pourquoi investir discrètement des centaines de millions d'euros dans ces terres agricoles, à plus de 12 000 km de son territoire ? Nous pénétrons dans une autre propriété du groupe Assad, Canomodine, 7 000 hectares de terre. En caméra cachée, nous interrogeons un autre employé de la compagnie qatarienne pour en savoir plus. Donc que faites-vous ici? Quel genre de choses? Cette ferme ici, c'est principalement pour de l'élevage et un peu de culture de blé. Donc c'est pour le Qatar? Oui, au bout du compte. Et vous l'envoyez au Qatar? C'est pour que le Qatar soit autosuffisant.
D'ailleurs, l'un des patrons est venu ici il y a 15 jours. Il était du Qatar? Du Qatar, oui. Un Qatarien? Et pourquoi est-il venu ici? Oh, juste pour jeter un œil. Nous n'en saurons pas plus. Les Qatariens sont en réalité à la recherche d'autres fermes dans la région. Des achats précis, rapides, discrets. Nous sommes chez Dominique Mathieu, une Française. Elle est désormais entourée de terres, devenue propriété du groupe Assad. Donc vous, maintenant, vous vous retrouvez voisin d'Assad Food. Oui, voilà. Assad a acheté la ferme voisine, Cannabonine, Eleonora, Gindara. Ça, maintenant, ça s'appelle les Pines. Ça, The Traves, ils sont en train de l'acheter. C'est apparemment vendu. Ils ont acheté, je pense, une dizaine de propriétés depuis 18 mois. Donc des milliers d'hectares. Des milliers d'hectares, oui. Ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de secrets, donc on ne sait pas vraiment ce qui est à Assad, ce qui n'est pas encore à Assad, ou ce qui va être à Assad. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, oui, il y a des milliers d'hectares. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui vous inquiète, cette progression de cette compagnie étrangère? Ce qui m'inquiète, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et aussi, je ne pense pas qu'un gouvernement étranger devrait avoir le droit d'acheter des terres comme ça, sans que personne ne le sache. C'est surtout le secret aussi qu'il y a autour de ces achats. Dominique Mathieu a quitté Paris il y a 30 ans. Depuis, avec son mari, elle élève 10 000 moutons mérinos pour leur laine et leur viande. Elle partage désormais 10 km de barrière avec le mystérieux groupe Assad. Là, de l'autre côté de la barrière, c'est Assad Food. C'est le gouvernement de Qatar. C'est la frontière. Voilà, c'est la frontière. Elle est donc bien placée pour connaître les activités de ses nouveaux voisins. Le Qatar n'a pas investi ici, par hasard. Parce que c'est des très bonnes terres pour produire 10 moutons. Ils peuvent probablement avoir 10 000 brebis, là, sur cette ferme. Probablement produire 12 000 agneaux par an, qu'ils vont exporter directement au Qatar. Ils envoient ça directement sur des bateaux vivants. Et c'est envoyé au Qatar pour nourrir leur population. Le Qatar achète donc des terres en Australie pour assurer son approvisionnement en nourriture. Un enjeu majeur du boom démographique. Ce qu'il n'a pas sur son territoire de grands espaces, le Qatar se l'offre donc ailleurs dans le monde. Et pour ça, le pays est prêt à sortir le carnet de chèques avec une méthode bien rodée. Pour approcher les fermiers, le groupe Assad emploie des intermédiaires, des agents immobiliers australiens. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Confidentielles, nous explique-t-on. Ils sillonnent tout le secteur, frappent à toutes les portes et tombent parfois sur des hommes comme Mike Towsend. Sa ferme n'était pas à vendre, mais le groupe Assad a su se montrer généreux. En principe, tout doit rester secret, mais il a accepté de nous dévoiler une partie de son contrat. C'était une bonne transaction? Oui, je pense. Écoutez, on va dire ça comme ça. L'agriculture en Australie est basée sur le modèle des fermes familiales. Aujourd'hui, les familles ne peuvent plus se permettre d'acheter des fermes aussi chères. Alors quand des investisseurs étrangers arrivent, eux, ils ont les poches pleines de cash. Donc ils achètent ce qu'il y a de mieux. Donc une bonne affaire pour vous? Oui, oui. Est-ce que par hasard, il l'aurait acheté 20% plus cher que sa valeur? Vu que personne ne verra ça en Australie, en fait, c'était 25% au-dessus du prix du marché. Mike Towsend ne donnera pas plus de chiffres. Mais quelle est la puissance financière du groupe Assad? Jusqu'où vont ses ambitions? Pour le savoir, direction Sydney. Non loin des plages de la plus grande ville du pays, se trouve, au cœur du quartier financier, le siège de la compagnie Assad. Le groupe ne communique presque jamais sur ses activités. Par mail, il a refusé de nous recevoir. Nous pénétrons dans l'immeuble avec une caméra cachée. Direction le 33e étage. Pour la première fois, le nom d'Assad apparaît clairement. Une secrétaire nous accueille.
Bonjour, je suis un journaliste français. Je fais un reportage sur les investissements étrangers du Qatar. J'aimerais pouvoir rencontrer quelqu'un d'Assad Australia. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Je pense que le patron est en réunion. Ok, je vais attendre. Nous sommes au cœur d'Assad Australia, la filiale du groupe Assad, le bras armé agricole du gouvernement qatarien. Et voici l'un des responsables. Il accepte de nous recevoir 5 minutes. Nous lui demandons une interview officielle sur les ambitions du Qatar en Australie, mais il refuse. Nous sommes à une étape très sensible de plusieurs négociations. Alors si nous faisons des déclarations publiques, ça pourrait avoir des conséquences sur les décisions commerciales. Combien de personnes travaillent ici? Nous avons une équipe de 60 personnes ici en Australie, de l'État du Queensland à l'État du Victoria. Nous travaillons dans le blé et l'élevage. Est-il exact que vous voulez dépenser plus de 300 millions d'euros dans le futur? Oui, c'est exact. C'est ce qui a été publié. 300 millions d'euros de terre, dont une partie achetée récemment dans la région d'Ararat. Une ville où se trouve, et ce n'est évidemment pas un hasard, l'un des plus grands abattoirs halal du pays. 4000 moutons tués chaque jour, selon les rites musulmans. Et parmi les clients, le groupe Assad. Le Qatar a donc réussi à créer en Australie une filière intégrée de production de moutons, comme nous le confirme le directeur de l'abattoir. Ils les élèvent, ils les engraissent. Ils attendent qu'ils soient à la bonne taille pour pouvoir les vendre. Est-ce qu'ils viennent ici? Pas encore, pas encore. Mais ils en ont déjà amené du sud de l'Australie. Ici, ils ne sont pas encore prêts à être vendus. De quelle propriété? Je ne sais pas. Ils en ont tellement. Objectif du Qatar, produire 1/3 de son bétail et de son blé en Australie. Mais John Ward, à l'image de nombreux fermiers, commence sérieusement à s'inquiéter de l'arrivée massive des capitaux étrangers. Des investisseurs le courtisaient, mais il a préféré vendre moins cher ses terres à un jeune couple australien. Au prix où on a vendu, ils pourront les rentabiliser. Vous savez, si les prix des terres sont surévalués par les investisseurs étrangers qui font exploser les prix, tout ça ne sera plus qu'un rêve. Il ne sera plus jamais possible pour des fermiers d'acheter ici, d'y construire leur maison et d'en faire une ferme familiale traditionnelle. John Ward est donc un fermier patriote. Pour lui, les investisseurs comme le Qatar menacent le modèle agricole australien et il dénonce le laisser-faire du gouvernement. C'est pas cher, c'est facile d'accès, il n'y a pas de règles. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter des surfaciements, c'est pourquoi pas construire un camp militaire dessus. Mais à un moment, il faudra que le gouvernement australien se penche sur la question. Tout le monde le demande. Et si on ne l'obtient pas, nous devrons prendre cette décision en conscience. Non, je ne vendrai pas. Je vais garder ça pour mes petits-enfants. Le Qatar posséderait pour l'heure 250 000 hectares en Australie. Ici et là, la presse australienne relaye les inquiétudes des communautés rurales. Quelques titres conservateurs n'hésitent pas à parler d'invasion étrangère. Dan Tehan, sénateur de droite, évoque même un risque pour la souveraineté nationale. Il fustige l'absence d'informations sur les investissements étrangers. Du coup, une commission d'enquête a vu le jour au Sénat. Le problème, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il se passe. Chaque État est supposé faire un bilan, mais ils ne le font pas. Le seul qui le fait, c'est le Queensland. Ce que j'aimerais voir créer, c'est un registre national des terres. Comme ça, on sait exactement qui achète quoi. Et cette transparence aidera la communauté à savoir si les achats de ces fonds étrangers sont dans l'intérêt national australien. À Wagga Wagga, dans ce motel si typique des petites villes australiennes, le ministre de l'Agriculture est venu écouter les doléances de la puissante Fédération nationale des fermiers. Pour le gouvernement australien de centre-gauche, les investissements étrangers comme ceux du Qatar sont une aubaine.
Le gouvernement fédéral accueille volontiers les investissements étrangers. Ça crée des opportunités, du travail, des transferts de technologies. Il y a des possibilités en Australie sans précédent pour ceux qui le souhaitent. Et nous continuerons à travailler avec les pays étrangers. Pour l'heure, le Qatar peut donc encore acheter des pans entiers de l'agriculture australienne. Le petit émirat est également à la recherche de domaines en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie. Bientôt, le soleil ne se couchera plus sur l'empire agricole du Qatar. Alors comment le Qatar choisit ses cibles lorsqu'il décide d'investir des milliards de dollars à l'étranger? Pourquoi racheter des terres, des hôtels de luxe? Pourquoi investir dans les banlieues françaises? Quels sont les critères politiques, religieux, économiques? Nous rencontrons à Doha Fahad Al-Attiyah. Le jeune président du programme de sécurité alimentaire est aussi l'une des valeurs montantes de l'Émirat. Des études en Angleterre et une vision assez précise de ce dont le Qatar a besoin. Comment choisissez-vous les pays dans lesquels vous décidez d'investir pour ensuite faire venir au Qatar ce dont vous avez besoin? Pour ce qui concerne l'agriculture, le premier critère, c'est est-ce qu'ils ont de l'eau, des ports pour le transport, la main-d'œuvre qualifiée, des terres fertiles, pour voir si les cultures seront viables. Enfin, des questions techniques. Après, on regarde sur un plan politique comment ces pays sont gouvernés. On évalue en fonction de toutes ces questions et puis on décide. Vous parliez de politique, de gouvernance. Est-ce qu'un pays qui n'est pas démocratique ne recevra pas d'investissement, même s'il a des ressources pour l'agriculture, par exemple? En fait, le problème, c'est plus de savoir si le pays en question est stable, plutôt que la nature du régime. C'est important, la stabilité, pour savoir si nos investissements seront protégés. Et donc, nous nous posons un certain nombre de questions. Les gens s'inquiètent parfois en France, notamment de voir d'autres pays racheter des choses chez nous, investir. Pour vous, c'est juste une relation commerciale classique? C'est une relation commerciale. Mais ça montre aussi que nous faisons confiance aux gens qui vivent dans ces pays. C'est une relation d'amitié. Je comprends que cette question puisse être sensible dans votre pays, surtout quand c'est un peu nouveau. Mais je voudrais surtout vous assurer que c'est pour soutenir votre économie. Ces investissements créeront des emplois. Et de plus, ces échanges bilatéraux amélioreront les relations entre nos deux pays. Quel regard vous portez sur ce retournement de l'histoire? Ces pays riches qui s'appauvrissent et ces pays pauvres qui sont en train de s'enrichir? Riche, c'est un mot qu'il faut relativiser. Il faut faire attention lorsqu'on utilise ce mot. Je crois que le meilleur capital d'un pays, c'est son peuple. C'est une grande chance d'avoir une population éduquée, formée. C'est votre atout le plus important. La richesse, si on parle uniquement d'argent, ça va, ça vient. Ce qui reste, en revanche, c'est le capital humain. La capacité à produire de la prospérité, même quand ça va mal. On dit beaucoup que dans 30, 40 ans, vous n'aurez plus de pétrole et plus de gaz. Est-ce que tous ces investissements que vous faites aujourd'hui, ils sont destinés à préparer l'après-pétrole, l'après-gaz, de façon à garder votre indépendance sur le plan économique? Oui, notre vision est très claire.
En 2030, ce pays doit fonctionner sur une économie de la connaissance. Il faut donc se diversifier par rapport au pétrole et au gaz comme principale source de revenus. Et donner à la population un savoir-faire en matière de sciences, de recherche. Et tous nos investissements sont destinés à cela, pour soutenir cet objectif pour 2030. Tous ces investissements permettent de mesurer la puissance du Qatar dans le monde entier. Mais l'Émirat a une autre arme, médiatique celle-là, la chaîne d'information Al Jazeera. Al Jazeera est-elle une chaîne comme les autres, ou plutôt un instrument au service d'une certaine vision du monde? L'enquête est signée Sama Soula et Antoine Morel. Al Jazeera à Doha, le siège de la chaîne internationale. Autrefois surnommée Télé Ben Laden puis CNN arabe, on pourrait désormais l'appeler Télé-Révolution. C'est d'ici que sont parties les premières images du printemps arabe. Aujourd'hui, Osman, le présentateur, est érythréen. Dans la rédaction, on trouve toutes les nationalités de langue arabe, des musulmans et des chrétiens, des journalistes qui ont la conviction d'être les porte-voix des opprimés. On est tous très fiers de travailler pour Al Jazeera. Parce qu'Al Jazeera appartient au peuple du monde arabe. Et je crois que chacun dans le monde arabe a ce sentiment. Et la population attend qu'Al Jazeera soit toujours là pour elle. Au cœur de l'événement, Al Jazeera s'invite chaque jour dans 50 millions de foyers arabophones. Pour son rédacteur en chef, la clé du succès, avoir donné la parole à la rue. Avant, les télés arabes appartenaient au gouvernement. Elles diffusaient la propagande d'État. Et puis Al Jazeera est arrivée en tant que chaîne indépendante, professionnelle, et elle a proposé tous les points de vue, toutes les positions. Et Al Jazeera ne diffuse pas qu'en arabe. Dans le bâtiment juste en face, la petite sœur anglophone, lancée en 2006. This is Al Jazeera. It's November the 15th, day one of a new era in television news. Dès son lancement, la chaîne avance ses cartes. Des journalistes déployés partout à travers le monde. Très expérimentés, la plupart sont recrutés à CNN ou à la BBC. Et même à France 24, la chaîne internationale française. Depuis 2 ans, cette Française est un des visages d'Al Jazeera en anglais. Ici, c'est vraiment le cerveau, le central nerve, le cerveau de l'antenne. C'est ici que tout se passe. Quand Al Jazeera est venu la chercher, Folie Batibo n'a pas hésité longtemps. Les salaires sont très bons. Je pense que, comme toute personne qui vient travailler au Qatar, c'est un attrait, c'est sûr. On s'occupe, comme on dit ici, chez nous, Al Jazeera, they take care of you. Voilà, parce qu'on they take care of you, on est bien payé, l'école des enfants est prise en compte, on est logé. De bons salaires, mais pas seulement. Si la chaîne attire des signatures, c'est aussi par son professionnalisme. Et pour Folie, Al Jazeera n'a pas de leçons à recevoir. On sait que c'est une chaîne sérieuse, c'est une chaîne qui a une certaine réputation. Surtout la chaîne en anglais, je veux dire, je pense qu'on est au même niveau que les grandes chaînes internationales comme CNN ou la BBC. On couvre l'info d'une autre manière, justement, parce qu'on a envie de changer un peu aussi. On a toujours vu l'info selon la perspective de Londres ou de Paris ou de Washington. Et là, on a une autre perspective du Sud, un autre regard sur l'info. La rédaction anglophone est totalement indépendante de la rédaction arabophone. Les fausses jumelles s'échangent des images, parfois des informations, mais guère plus. Le rédacteur en chef, un ancien de la chaîne britannique ITN, revendique une identité éditoriale différente. Or, la différence est très simple, ce n'est pas le même public. Al Jazeera en anglais s'adresse aux anglophones à travers le monde,
Al Jazeera en arabe vise les arabophones, surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'Al Jazeera en arabe a plus de reportages sur ces régions, alors qu'Al Jazeera en anglais est plus international pour coller à son public. Édition de la mi-journée. Hello, welcome to the News Hour. I'm Folie Batibo with your world news live from Doha. Ce jour-là, à la une, les manifestations des indignés en Europe. Des journaux basés sur les directs avec les correspondants. 70 bureaux permanents à travers le monde, c'est 2 fois plus que la concurrence. Al Jazeera en a fait sa force de frappe. Le Caire, la plus grande des capitales arabes. Depuis la chute de Moubarak, des dizaines de chaînes d'information se sont créées, mais Al Jazeera reste la référence. C'est le premier jour des présidentielles, des élections libres, une première historique en Égypte. Pour cet événement, la chaîne anglophone déploie 4 correspondants. So I just wanted to know who the presenter is, if there's any particular angle that they want to hit. La journaliste appelle Doha. Elle doit assurer les directs toute la journée. Shirin Tadros, égyptienne formée à Londres, est permanente au Caire et couvre le Moyen-Orient depuis 6 ans. Nos équipes ne sont pas parachutées ici. On est toujours là au long cours. On est là avant l'événement, pendant, et on reste quand tout le monde part. Et c'est pour ça que les gens font confiance à ce que l'on dit. La reporter va faire ses directs devant ce bureau de vote. Son équipe l'attend. Un garde du corps également. La discrétion est de mise. Pas de logo Al Jazeera, ni sur la caméra, ni sur le micro. En fait, Al Jazeera est une chaîne controversée. Parce que tu es Al Jazeera, il y a des gens qui vont t'ouvrir leur maison et te donner un accès incroyable que personne d'autre n'aura. Mais actuellement en Égypte, c'est soit l'amour, soit la haine. Et avec ceux qui ne t'aiment pas, c'est très difficile de travailler. Ils peuvent débarquer en plein direct, se mettre à crier et tout interrompre. La chaîne est devenue la bête noire des partisans de Moubarak. Dans ses bureaux au cœur du Caire, Mike Hanna est venu en renfort pour les élections. Ce reporter a aussi couvert la révolution égyptienne. 24 heures sur 24 sur la place Tahrir, malgré les coupures satellites imposées par le régime, la chaîne a montré le peuple en colère, la violence, la répression. Al Jazeera, que Moubarak appelait avec mépris la boîte d'allumettes, a couvert la révolution en direct et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Retour au bureau de vote avec Shirin. Aujourd'hui, Al Jazeera ne plaît pas à tout le monde, mais bon nombre d'Égyptiens lui sont reconnaissants. Pour eux, elle a joué un rôle clé dans la chute de Moubarak. C'est grâce à Al Jazeera que la révolution a réussi, parce que nous, on ne savait rien de ce qui se passait place Tahrir. C'est Al Jazeera qui nous a informés. On ne connaissait pas l'ampleur du mouvement, et c'est grâce à elle que les gens ont continué à venir place Tahrir. On ne savait rien. Les gens mouraient place Tahrir et les chaînes nationales diffusaient des images du Nil. Moi, personnellement, je suis fan. Ce que tu ne sais pas, Al Jazeera te le dit. Ce qui est caché, Al Jazeera te le montre. Al Jazeera a donc joué un rôle en Égypte, mais aussi en Tunisie ou en Libye. Ses détracteurs l'accusent même d'avoir mis de l'huile sur le feu et d'avoir mobilisé les foules. Une mobilisation orchestrée avec ses clips coups de poing, ses slogans montés en boucle, efficaces, parfois ambigus. Acteur majeur, Al Jazeera aurait-elle précipité, voire dicté, la chute des régimes autoritaires?
On n'a pas pris parti, mais l'événement était énorme. C'était impossible de faire l'impasse sur ce qui se passait. Et si vous couvrez cela de manière intensive, les gens pensent que vous soutenez la révolution. Siège de la chaîne à Doha, rédaction anglophone. La journaliste Oda Abdelhamid est au montage. Elle rentre tout juste de Libye avec un scoop. Un contact à moi en Libye, un jour m'a dit « j'ai quelque chose pour toi ». 1200 conversations téléphoniques entre Kadhafi et son cercle rapproché. Un document récupéré grâce aux connexions d'Al Jazeera sur le terrain. Certains parlent même de connivence avec les islamistes au pouvoir. On nous raconte la chaîne des islamistes, moi je leur dis, vous voyez, je suis islamiste, c'est clair. Quand je travaillais à la télévision américaine et qu'on voyait le Moyen-Orient, c'était au temps de la guerre de l'Irak et tout ça, c'était la même chose. On était les CIA, on était le porte-parole de la Maison-Blanche, de Bush, etc. Pourtant, quand on regarde l'antenne arabe, des questions se posent sur la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Chaque semaine, dans son émission La Charia et la vie, le très influent et controversé Cheikh Al-Qardawi, interdit de séjour en France depuis peu, délivre des messages radicaux sans aucune censure. الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه. ارحم يا مبارك، ارحم هذا الشعب، يكفيك 30 سنة. Instrument d'influence, Al Jazeera a fait connaître le Qatar dans le monde entier. La chaîne est d'ailleurs directement financée par l'émir avec un budget top secret, ce qui explique certaines de ses limites, surtout lorsque l'information se rapproche du Qatar. C'est le cas pour la révolte au Bahreïn. Si Al Jazeera en anglais a réalisé un documentaire sans concession montrant la révolte et la répression, ce reportage exceptionnel n'a jamais été diffusé sur la chaîne arabophone. Bien sûr, Al Jazeera en arabe parle aussi du conflit. Elle montre des images, mais la couverture est beaucoup plus timide. Rien à voir avec le traitement des autres révolutions. Pour ce spécialiste de la chaîne qatarienne, sur Bahreïn, Al Jazeera joue les funambules. Qu'elle doit tenir compte d'une manière précise des calculs de la diplomatie qatari et de sa volonté de ne pas mécontenter l'Arabie Saoudite, de ne pas trop favoriser donc les révolutionnaires bahreïnis qui pourraient donc renverser la monarchie et transformer la donne donc politique dans le pays du Golfe. Tenir les révolutions loin du Golfe, le casse-tête de l'émir qui a encore de grandes ambitions pour sa télévision. Après le serbo-croate, Al Jazeera va lancer sa chaîne en swahili et en turc. Dans le hall de la rédaction, un hommage à ses correspondants morts sur le terrain. Des journalistes héros, martyrs ou simples témoins au service d'une autre vision de l'information. Alors y a-t-il des ambiguïtés? Nous rencontrons Naoufel Brahimi. Il publie Printemps arabe, une manipulation. Le Qatar a-t-il un agenda caché, des arrière-pensées lorsque par exemple il soutient les révolutions du printemps arabe? Lorsqu'il fournit des armes aux civils, hier en Libye, ou aujourd'hui à ceux qui se battent en Syrie contre le président Bachar el-Assad? Naoufel Brahimi pointe le rôle trouble du Qatar et de sa chaîne d'information Al Jazeera. Mais est-ce que Al Jazeera était le bras armé de la politique du Qatar au moment de tous ces printemps arabes? Al Jazeera, c'était le ministère bis des Affaires étrangères pour ce printemps arabe. Et quand on voit le résultat des courses, le ministre des Affaires étrangères
tunisien a été longtemps directeur d'un département de Jazeera. Le ministre de l'Information libyen, qui était porte-parole du CNT, a été salarié d'Al Jazeera. Et quand on voit le printemps arabe issu des élections, je dis toujours que Al Jazeera, c'était la direction des ressources humaines de la Tunisie, de la Libye et un peu de l'Égypte. Mais une télévision peut faire des révolutions comme ça? Elle les accompagne, elle les catalyse. Et ensuite, pour citer Lénine, l'étincelle, c'était l'imam Al-Qaradawi, qui est l'imam vedette de Jazeera, qui a commencé par élever Bouazizi, le jeune Tunisien qui s'est immolé au rang de martyr, qui a lancé une fatwa pour assassiner Kadhafi, qui a lancé une fatwa pour le djihad en Syrie. Les deux ensemble, et on ajoute la puissance financière du Qatar, ça fait les trois éléments de puissance. Et quel est l'objectif politique du Qatar en soutenant ces printemps arabes? L'objectif politique du Qatar est la promotion d'un islam modéré. Les dictateurs ne sont plus viables en l'état. Et là, c'est devenu insupportable, même pour les États-Unis. Et là, on donne un islam modéré qu'on met au pouvoir, qu'on rend fréquentable et présentable à l'opinion internationale. Le Qatar, en soutenant ces révolutions arabes, essaye de damer le pion d'une certaine manière à l'Arabie saoudite et de se faire bien voir éventuellement aux yeux de l'Occident également, de devenir la référence? Oui, après l'effondrement de l'Égypte, le monde arabe a toujours besoin d'un pays de référence centrale. Et là, le Qatar est candidat, d'une manière un peu trop visible. Est-ce qu'il y a un agenda caché sur le plan politique de la part des autorités qatariennes? L'agenda qui n'est pas très caché, c'est de se rendre un allié incontournable, ce qui est l'assurance vie. Lequel? L'allié incontournable de l'Occident, des États-Unis. C'est un allié qui soulage le trésor public américain parce que les Américains ne payent pas à ces révolutions-là. C'est un allié qui se met en avant, donc les Américains ne sont pas sur un sujet choc des civilisations. Et c'est un allié qui a des ressources en termes de production de discours religieux plus crédibles que les discours religieux qui seraient produits en sous-main par les Américains. Et c'est pour cela que les Américains ont installé leur base au Qatar? Ils ont transféré leur base d'Arabie Saoudite au Qatar. C'est une victoire pour le Qatar, ça? C'était une victoire pour le Qatar et mécaniquement une défaite pour l'Arabie Saoudite. On a raison de faire confiance aux Qataris, nous l'Occident? À ce point-là, peut-être pas. C'est qu'il n'y a aucune distance et il n'y a pas d'analyse à long terme. À long terme, si on veut vraiment promouvoir des valeurs de démocratie universelle, le Qatar n'est pas le vecteur le plus indiqué. Ce n'est pas une grande démocratie, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ça ne l'a jamais été. C'est un régime qui survit à des coups d'État et qui a vécu par des coups d'État. C'est le coup d'État permanent avant la lettre. Donc vous dites, attention, aujourd'hui le Qatar, ça nous arrange bien, ils ont beaucoup d'argent, une politique qui nous convient, mais à long terme, ça peut être dangereux. À long terme, ça peut être dangereux, oui. L'économie, la politique, les médias, mais le Qatar investit aussi beaucoup d'argent pour entretenir ses passions. Depuis des siècles, ici, on a toujours adoré les chevaux. Dans les haras Al-Shakab, les haras nationaux, les pur-sangs bénéficient de conditions d'entraînement exceptionnelles. Le cheval, c'est une passion, mais c'est aussi un marché juteux. Ces chevaux qu'on élève avec soin sont de véritables stars. Ils seront revendus des fortunes partout dans le monde, ou sillonneront la planète en quête de victoires sur les champs de course les plus prestigieux, comme le prix de l'Arc de Triomphe, dont le Qatar est devenu le principal sponsor. L'Émirat investit des sommes colossales dans tous les sports, et notamment dans le football. On en sait quelque chose en France avec le rachat du Paris Saint-Germain. Le Qatar organisera même la Coupe du monde de football en 2022. Le sport, c'est un formidable outil de communication pour l'image de l'Émirat. C'est aussi un levier de puissance et d'influence. Reportage de Philippe Lespinasse et Mathieu Drojoux.
Parmi les nouveaux quartiers que Doha gagne sur le désert, l'ensemble sportif Aspire est une ville à lui tout seul. Des stades climatisés, des gymnases, des équipements ultramodernes et une clinique du sport aux moyens colossaux, la clinique Aspetar. Ici viennent se faire soigner les stars du ballon rond, Ronaldinho, Drogba et le gratin du sport mondial dans toutes les disciplines. À l'origine de cette clinique, un Français, ancien médecin du PSG. On a une piscine là-bas qui est une piscine de réhabilitation dont le plancher varie aussi pour faire des parcours de soins, mais aussi pour permettre aux patients hospitalisés de ne pas utiliser l'échelle. Une piscine avec ascenseur. Des machines uniques. Rien n'est trop beau pour Aspetar. Là-bas, c'est des tapis roulants avec des jupes qui permettent en fait d'avoir une pression contraire à la pression atmosphérique, ce qui fait que les gens courent un peu sans l'effet du poids. Donc on supprime la gravité, quoi. J'ai été contacté dès 2001 à peu près en fait pour réfléchir à un projet de ce type avec les gens du Qatar. C'est un projet que tout médecin du sport et tout passionné de sport et de médecine du sport rêve d'avoir un modèle à cette échelle. Médecin et directeur, Hakim Chalabi n'achète pas seulement des machines, mais aussi des hommes, et recrute ce qui se fait de mieux dans tous les domaines de la médecine. Alors j'en profite pour vous présenter un de nos grands chirurgiens orthopédistes qui s'appelle le professeur Nebojša Popović. Nebojša Popović, chirurgien du genou mondialement connu et légende vivante du handball, champion olympique avec la Yougoslavie en 1972. On rencontre aussi des intervenants prestigieux. Gérard Saillant, chef du service traumatologique de la Pitié-Salpêtrière, il est l'homme qui a opéré Michael Schumacher et sauvé le genou du footballeur Ronaldo. Mais ce n'est pas l'argent qui ferait venir tous ces spécialistes, c'est le projet. Tout est orienté autour du sport, pas forcément à but lucratif, contrairement à ce que les gens pensent, pas forcément du côté bling-bling, mais vraiment parce qu'il y a une vraie dynamique et une vraie passion autour du sport qui nous est bénéfique en termes de médecine du sport, puisqu'on participe à cet élan. Il n'y a pas que l'argent, nous dit-on, mais ça peut servir, surtout dans le monde du sport. Étalé lilliputien, le Qatar héberge un grand prix moto, un master de tennis, des tournois exhibitions richement dotés. Le pays a organisé en 2006 les Jeux asiatiques, quasi équivalents des Jeux olympiques en nombre d'épreuves. En 2015, le Qatar organisera la Coupe du monde de handball, chippée à la barbe de la France. Encore plus fort, le 2 décembre 2010, la Fédération internationale de football accorde l'organisation de la Coupe du monde 2022 au 105e pays dans le classement mondial des équipes. Pour soutenir sa candidature, Doha s'est payé les plus grandes icônes. Quand j'étais petit, à Castellane, j'habitais à la zone. Quand je pense à tous ces jeunes, tout est possible. Visant l'excellence, tout est possible. Il faut croire en ses rêves, tout simplement. Et là, on y arrive. Pep Guardiola, l'ancien entraîneur mythique du FC Barcelone, est aussi de la partie. Il a fini sa carrière de joueur au Qatar. Et même l'écologiste Yann Arthus Bertrand donne de la voix. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022. Le Qatar avait en partie financé Home, le film de l'écologiste. À ceux de la commission qui se demandent comment on pourra jouer au football par 50 degrés, le dossier répond par une dizaine de stades géants, entièrement climatisés, démontables et écologiques, sans préciser ce que cela veut dire. À Doha, il existe déjà un complexe climatisé, l'Aspire Dome. Ici, c'est le stade de football couvert, accrédité par la FIFA. Il est entièrement climatisé, ce qui veut dire que quand il fait plus de 40, voire 50 degrés à l'extérieur, notamment en juillet et en août, à l'intérieur, il fait seulement 24 degrés. Le coût de la facture énergétique ne sera pas communiqué. Le plus grand chapiteau climatisé du monde abrite une piste d'athlétisme, une piscine olympique et un stade de football avec 6000 places assises. Un équipement ultra moderne, beau, frais et la plupart du temps vide.
Les Qatariens préfèrent regarder le sport à la télé. Diffusée dans tous les pays du Golfe Persique, l'émission Majlis parle de foot et rien que de foot, tous les soirs. Le foot d'Europe surtout, et un peu celui du Qatar. Superstar médiatique, Khalid Jassim est le présentateur de l'émission. Le principe de Majlis, c'est de représenter un salon typique. On discute, on boit, on mange. Il y a des chroniqueurs qui sont chacun des stars ou des célébrités et qui viennent de tous les pays du Golfe, du Qatar, des Émirats, d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Amman ou du Bahreïn, de tous les pays de la région. Au moment de l'obtention de la Coupe du Monde, nous avons gardé l'antenne de 4 heures de l'après-midi à 1 heure le lendemain, non-stop, 18 heures d'antenne. 18 heures d'antenne en direct. Et comme à la maison, on n'hésite pas à chambrer. Alors lui, c'est Ali Selman. Il a mis 2 buts à la France à Los Angeles en 1984 pour les Jeux Olympiques. Et lui, il est d'Arabie Saoudite. Le club qu'il soutient perd tout le temps. Regardez-le, il gagne jamais. En plateau, les chroniqueurs mangent, boivent et prient pendant que l'émission continue. L'obtention de la Coupe du Monde par le Qatar fut aussi vécue par les pays du Golfe et tout le Maghreb comme une reconnaissance. Quand on a eu la Coupe du Monde, tout le monde était fou de joie, les enfants, les adultes. C'était un rêve pour nous. Et nous avons énormément travaillé pour obtenir cette Coupe du Monde. Enthousiasme manifeste des chroniqueurs pour l'actualité sportive. Mais les réalisateurs de l'émission s'arrachent les cheveux. Leur plan large du championnat qatarien ne montre que des tribunes vides. On ne peut rien y faire. Oui, c'est un vrai problème. Nous en parlons, nous encourageons les spectateurs à aller voir les matchs, à y assister en direct et à voir ce que c'est en vrai. Nous disons à nos spectateurs que les matchs seront plus intéressants et les joueurs plus motivés. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Mais comment remplir les stades alors? Comment stimuler la ferveur populaire? La fédération de football s'est rapprochée des entreprises du bâtiment afin qu'elles fournissent des figurants pour remplir les tribunes. En échange d'un maillot et d'un repas, la main-d'œuvre immigrée sera conviée à assister à des matchs afin de simuler des stades pleins de supporters. En conclusion, les spectateurs qatariens regarderont à la télé des joueurs de foot étrangers ou naturalisés jouer devant des figurants immigrés. Tout est question de moyens. C'est beau le sport. En attendant, la Régisson fait des essais et envoie l'hymne de la FIFA. C'est pour dans 10 ans, mais on répète déjà. Devant ces tribunes vides, on est en droit de se demander pourquoi le Qatar fait autant d'efforts en matière de sport. Pour ce spécialiste de géopolitique, le Qatar, coincé entre 2 puissants voisins, l'Iran et l'Arabie Saoudite, utilise le sport comme le meilleur des boucliers. Lorsque le Qatar investit dans le sport, il ne se paye pas une danseuse. Ce n'est pas pour faire plaisir à la famille régnante que l'on investit dans le sport. C'est également un calcul de long terme. Investir pour exister, pour être un point sur la carte, pour se faire connaître. Et cela, dans un monde globalisé, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a effectivement les médias, Al Jazeera et le sport qui est immédiatement connu dans le monde entier, qui a une image positive, qui a une image valeureuse, sympathique et en tous les cas très populaire. Et donc, en investissant sur le sport, le Qatar est un endroit sur la carte. L'émir du Qatar, l'émir actuel, un jour est allé en Angleterre et à la douane, il n'était pas encore sur le trône, à la douane, on lui a demandé où était le Qatar, qu'était ce pays.
plus personne, plus aucun douanier aujourd'hui ne poserait cette question. Ainsi, dans cette gigantesque entreprise diplomatique et sportive, le Qatar sponsorise plusieurs équipes européennes. Le FC Barcelone, l'équipe de Malaga et convoite Manchester United pour 2 milliards d'euros. En France, l'Émirat s'est acheté le Paris Saint-Germain pour 300 millions d'euros, une bouchée de pain, et convoiterait même le Stade de France pour y faire jouer son équipe. Objectif, créer rapidement et de toutes pièces un grand club européen, en achetant des joueurs de classe mondiale, comme Thiago Silva, capitaine de l'équipe du Brésil, et la superstar suédoise Zlatan Ibrahimovic. Record des transferts en Ligue 1 et salaire de 14 millions d'euros par an, net d'impôts. Dans la foulée, Qatar Sport Investment achète le PSG Handball et recrute comme à son habitude une pléiade de stars, dont 3 joueurs français champions olympiques. Lucas Ballot, Didier Dinard, Samuel Onrubia. Et pour compléter cette nouvelle Dream Team du handball, le joueur actuellement considéré comme le meilleur du monde, le Danois Mikkel Hansen. Dernière venue parmi les chaînes de télé, beIN Sport, la chaîne sport d'Al Jazeera, qui achète des matchs et vient concurrencer TF1 et Canal+ sur leur terrain. Le Qatar a les moyens de ses ambitions et comme le dit le cheikh sultan Al Thani, celles-ci ne sont pas que sportives. L'argent, ça aide à achever les buts. Mais l'argent sans vision, ça sert à rien. Et nous, on a une vision. Et on jette pas l'argent pour n'importe quoi. Nous, les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Alors on a commencé vraiment du plus bas. Et bien sûr, avec la vision et aussi l'argent, on a pu communiquer notre message. Le Qatar avait déjà investi des milliards d'euros en France avant l'achat du PSG à l'été 2011, on en parlait très très peu. Le simple achat du club de la capitale avec, il est vrai, la Tour Eiffel sur l'écusson et puis le club dont on parle a donné une visibilité médiatique sans commune mesure avec les investissements précédents du Qatar. Mais c'est toujours un peu pareil dans le sport. Finalement, le FC Barcelone, c'est une PME à l'échelle économique, c'est plus connu dans le monde que Pepsi Cola. Dans sa quête de reconnaissance et de visibilité, le Qatar ne peut que continuer sa course en avant. Retour à Doha, où dans le centre-ville trône le bâtiment du comité olympique, sorte de super ministère des sports dirigé par le prince héritier dont la stratégie consiste à obtenir les Jeux olympiques, tôt ou tard. Christian Dumont a déjà supervisé la construction d'un stade olympique, le fameux nid d'oiseaux à Pékin. C'est lui qui est en charge de l'organisation des futurs travaux pour une grande compagnie du BTP. C'est peu dire qu'il va y avoir du boulot. Là, nous sommes pratiquement en plein sur la future arena. Là où on est sera le centre de cette arena qui fera à peu près, je sais pas, 120-130 mètres sur 80-90 mètres. Hein. Juste ensuite, là, donc, dans cet alignement, là, on aura tout ce qui est cycliste, c'est-à-dire il y aura le vélodrome, Là seront construits tout ce qui est natation, ouvrage pour accueillir la natation synchronisée, la fosse pour les plongeons. Là, ce sera VTT. Ils vont reconstruire carrément des petites collines hein, pour accueillir les épreuves de VTT. Il y a une autoroute qui passe, hein, mais c'est tout. Alors qu'il est prévu donc que ce site soit desservi par le métro, puisque le métro va aller à Al-Ror, une ville qui est maintenant à peu près d'ici à 25 km plus au nord. Hein. Donc il y a ce métro à construire. Il y a puis toutes ces installations. Ça laisse songeur, ça laisse rêveur. Devant le stade Aspire, 3 travailleurs philippins entretiennent les anneaux olympiques à grand renfort de seaux d'eau. Problème, la candidature du Qatar vient d'être retoquée pour la 2e fois par le comité olympique. Ce n'est sans doute que partie remise. L'émir a dit qu'il était plus important d'être membre du CIO que de l'ONU. Sur les bords du golfe Persique, un parc d'attractions quasiment abandonné. Presque comme un mirage au milieu des gratte-ciel. Et si le Qatar était comme eux? Si ses poissons et ses crustacés en carton-pâte avaient grossi trop vite?
si les chantiers de la Coupe du Monde sonnaient le chant du cygne. C'est l'histoire qui jugera. Une fois tarie la source de sa richesse, l'émirat mourra-t-il asphyxié d'avoir vu beaucoup trop grand? Ou profitera-t-il paisiblement pendant longtemps d'avoir su si bien préparer l'avenir? Voilà, c'est dans ce décor un peu surréaliste et par un petit 40 degrés à l'ombre que se termine notre voyage à travers le Qatar. Merci beaucoup à Patrick Boité qui a préparé cette émission, avec l'aide d'Isabelle Ledizé, à Nicolas Maupier qui l'a réalisé, avec Georges de Genevray et Stéphane Morelli. Nous nous retrouverons dans quelques mois pour une 39e édition. Et d'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. D'envoi au Parc des Princes à domicile comme à l'extérieur. Carlo Ancelotti comme nouvel entraîneur. Instinct tueur comme Camero ou Waro. Contrôle en pivot, frappe puissante au second poteau. Toujours proche du terrain comme Claude Makelele. Puis l'arrivée du Qatar, le seul objectif c'est gagner. Je m'impose comme Chalet, magique comme Pastore, robotique comme Sacco. Tes tibias ne laissent pas traîner. Cette année, ça vise le top, la tête du championnat. On veut la Ligue des Champions et pas la Ligue Europa. Ici c'est Paris, club de la capitale. En plus d'avoir la technique, va falloir que dès le mental. On a soufflé notre 40e bougie, donc va falloir se bouger. Construire l'équipe, car je sens que c'est le début d'une apogée. Perfectionniste dans mes couplets, je respecte Duchesse comme Greg Coupé. Tu passes Armand Lugano, va te découper. Si c'est Paris est magique,